Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien de l'information, de la culture et du cinéma. C'est le Grand News, je suis ravi de vous retrouver. Il est 20h15 à la une ce soir. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, le Premier ministre islandais, deux des principaux membres de son gouvernement, le chef de son parti politique, tous ont eu des liens avec les sociétés dans les paradis fiscaux sans l'avoir totalement déclaré publiquement. Ces révélations pourraient générer une crise politique d'ampleur en Islande. C'est ce qu'il nous explique. C'est tout de suite. Jag bara stå och titta in en gång så att jag ändrar exponeringen. Bara titta in huvudet vid där han får se. Så det To go into the details, I would like my partner to do it in Icelandic because I don't have the details to discuss it. Akkur hefur það ekki sagt frá... Jag ska taka detta viðtalið í sjálfa, en sérstaklega. Akkur hefur ekki sagt frá því að þú væri tengdur aflandsfélaginu Ventris? Heyrðu, ég skal veita þér þetta viðtal, ef þú biður viðtal þetta. Þú getur svarað, þú ert forsætisráðherra þjóðarinnar. Algjörlega. Þú getur svarað þessum spurningum. Vegna þess, eins og ég var að lýsa hérna áðan, þetta kemur fram á skattskýrslunum mínu og hefur gert frá upphafi. Það er verið að reyna að gera eitthvað tortryggilegt sem að ég hef gefið upp alla tíð. Þú segir að þú hefur gefið þetta félag upp. Algjörlega. Akkur gafst þetta ekki upp í hagsmunaskráningu þingmanna eftir þú varst kjörinn á þing? Vegna þess að hagsmunaskráning þingmanna náði til tiltekinna atriða og öll þau atrið sem hagsmunaskráning þingmanna næri til voru gefin upp. Og þetta sem þú ert að tala var einhvað sem var búið til af einhverjum banka á sínum tíma en gefið upp frá fyrsta degi. Þannig að hérna... Átt þú þetta félagið? Konan mín seldi hlut í fjölskyldufyrirtækinu, það fór í einhverja umsjón í bankanum og bankinn setti eitthvað fyrirkomulag á því og úrvarð þetta fyrirtæki eða ég kann ekki einu svona á þetta allt saman, en allt gefið upp til skatts frá upphafi. Hvað eignir er í félagi? Ég meina, þú biður ekki... Við vitum það að Ventris var kröfuhafi og er kröfuhafi í föllum bankanum. Já, þú ert að spyrja mig hluti sem ég er ekki einu sem búin að kynna mér. Þú pratar mig í viðtal og... Þú seldir þinn hlut í félaginu fyrir $1 Nei. Þú ert að spyrja mig einhverju tóma vitleysu. Þú pratar mig í viðtal og fölskum fórsetum. Ég með undirskiptina þetta. Já. Viltu sjá hana? Já, ég meina... Þetta bara... But with all respect, Mr. Prime Minister, it must be okay to ask those questions. Já, einmitt. Sko, á gamla stað 2009. Þegar þú spyrir mig komið viðtal, þá verður ekki með tækifæri til þess að kynna mér það sem þú þarf að spyrja. Þú hlýtur að vita félagið. Þú seldir konunni þinni félagið, helmingi félagið fyrir $1. Ég er bara að segja, seldi ég konu minni. Já. Ég var ekki eins og giftur á þessu tíma. Ég er bara að segja þér að Anna Sigurlaug þetta er allt verið gefið upp til skatts frá upphafi. Þannig að þeir eru verið að gera eitthvað tortryggilegt sem að er ekki tortryggilegt. Vita félagið í Indie Defense að þú hafðir átt aflandsfélag sem hvaða atriði ertu að reyna að búa til hérna? Alveg verið niður alltaf heldur. Sigmundur, þú hlýtur að geta svarað þessum spurningum. Þú ert forsætisráðherra, þú hefur ekki komið heilt frá. Retour à la case départ dans les télécoms, Bouygues Télécom. Le projet de rachat donc de Bouygues Télécom par Orange en négociation depuis des semaines maintenant n'a finalement pas eu lieu. Après ce mariage raté, les 4 opérateurs français Bouygues Télécom, Orange, SFR et Free restent chacun à sa place. D'autres négociations sont-elles en vue? Telle est la question. Un opérateur étranger pourrait être entré en jeu. Les explications de Sandrine Cassini, la journaliste au Monde. La case départ dans les télécoms. Le projet de rachat de Bouygues par Orange en négociation depuis 3 mois n'a finalement pas eu lieu. Alors après ce mariage raté, les 4 opérateurs français restent chacun à leur place. Sandrine Cassini, en quoi consistait clairement cet accord et pourquoi un échec des négociations? Alors cet accord, ça consistait, comme vous l'avez précisé, par le mariage d'Orange et de Bouygues Télécom. En réalité, c'était le partage de Bouygues Télécom entre les 3 opérateurs français,
Orange, SFR et Free. Chacun devait reprendre des clients, du réseau, des actifs, des boutiques, des salariés. Donc depuis 3 mois, les 4 opérateurs étaient en discussion. Finalement, les discussions ont achoppé sur 2 points. Premièrement, l'État, qui est aussi actionnaire d'Orange, avait son mot à dire et Emmanuel Macron n'avait pas été un petit peu réticent à l'idée de voir Bouygues Télécom, enfin Bouygues en l'occurrence, rentrer au capital d'Orange, ce qui se serait fait à la faveur de cette opération, et voulait lui imposer des conditions drastiques. Donc là-dessus, ils ne se sont pas entendus. Autre désaccord, celui de Xavier Niel, qui est le fondateur de Free, et de Martin Bouygues, qui sont depuis longtemps en opposition et qui finalement, là aussi, n'ont pas réussi à trouver un terrain d'entente. Aujourd'hui, on voit que depuis lundi matin, le cours en bourse de ces opérateurs ont chuté. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir une reprise des négociations? Est-ce qu'on peut voir un acteur étranger rentrer dans cet accord? Qu'en est-il? Alors, difficile à dire pour l'instant. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2 ans, les opérateurs essayent tour à tour de se racheter, de fusionner. Donc, évidemment, un nouveau round de négociation n'est jamais exclu, même si pendant quelques mois, on devrait être tranquille. En 2017, après les élections présidentielles, l'État pourrait mettre de l'eau dans son vin et une opération sera peut-être facilitée à ce moment-là. Pour un opérateur étranger peut toujours venir. Ça ne s'est pas produit jusque-là, mais pourquoi pas? La consolidation européenne des télécoms, il y aura des nouveaux mouvements, donc tout peut arriver. Mais est-ce que ces 4 groupes-là sont assez forts pour vivre chacun leur vie individuellement, comme c'est le cas actuellement? Alors c'est tout le débat et c'est à cette question, les 4 opérateurs disaient non, et c'est ce qui justifiait ce mouvement de consolidation. La réalité est un petit peu plus nuancée. Il y a 3 opérateurs aujourd'hui qui vivent très bien, Orange, SFR et Free. Le 4e, Bouygues Télécom, a eu plus de difficultés, mais aujourd'hui il s'est un petit peu redressé. Donc on va dire qu'il y a les partisans et les détracteurs, ceux qui croient que le mouvement de consolidation est inéluctable quoi qu'il arrive, et d'autres qui pensent qu'à 4 on peut quand même vivre, même s'il y en a un qui vit moins bien, il y en a un qui est plus low cost, tout peut arriver. Il faut savoir que tout ça arrive quand même de l'arrivée de Free sur le marché du mobile il y a 4 ans, qui a contribué à baisser énormément les prix et qui a rendu la situation difficile pour tout le secteur. Alors il y a certains syndicats, notamment FO et Sud PTT, qui eux craignent finalement, si un accord comme ça avait lieu, pour l'emploi à moyen terme et aussi pour l'investissement. Est-ce que ce sont des risques justifiés? Alors dans tous les cas, tout le monde pense que l'emploi pourrait encore souffrir. Il a beaucoup souffert ces 4 dernières années. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Les partisans de la consolidation disent... il y a certains syndicats qui sont en sa faveur, parce que ça doit restaurer les marges. Ils disent, s'il n'y a pas ce mouvement-là de consolidation, dans un an, on va se retrouver dans la même situation, Bouygues sera obligé de faire des plans de suppression de postes. Et il y a inversement des détracteurs qui disent, dans la situation actuelle, on ne peut pas survivre, l'emploi sera pénalisé. Dans tous les cas, les gens sont hyper pessimistes sur ce point-là. Mais difficile aujourd'hui de prédire un peu ce qui va se passer dans un an. Et sur l'investissement, on nous explique que forcément quand il y a 4 concurrents, le but c'est de faire des promotions pour attirer le client, etc. Donc finalement de faire rentrer moins d'argent et donc ça permet moins d'investissement. Un accord permettrait justement d'être plus fort, de faire des investissements, notamment ce qu'on nous dit dans les zones rurales. Est-ce que le fait de chacun rester dans son coin diminuera ses investissements? Est-ce qu'un accord permettrait plus d'investissements? Mais en même temps, on n'investit pas non plus parce qu'on fait des hautes marges. On investit là où on gagne de l'argent. Et ce n'est pas dans les zones rurales on gagne d'abord de l'argent. C'est à Paris, c'est dans les grandes villes, en province, c'est dans les grandes agglomérations. La campagne, aujourd'hui, c'est la dernière roue du carrosse au lieu des opérateurs. S'il y en avait eu 3 demain plutôt que 4, est-ce que ça aurait changé la donne? Pas très sûr. Merci Sandrine Cassini. Et si vous voulez retrouver plus d'informations sur ce sujet, n'hésitez pas à consulter les pages du Monde et du Monde.fr. Bonne lecture. 4 mois après les attentats et alors que la liste des villes frappées par le terrorisme s'allonge et la liste est longue, les Français doivent vivre avec la menace d'une nouvelle agression. Pour certains encore, sonnés par les événements, ce climat d'insécurité nourrit beaucoup d'émotions, parfois difficiles à accepter ou à gérer. Pourquoi culpabilisons-nous parfois d'avoir peur? Comment gérer au quotidien des sentiments de colère ou d'impuissance? Comment fait-on face ailleurs? Autant de questions auxquelles répond le psychiatre Serge. Que la liste des villes frappées par le terrorisme s'allonge, les Français doivent vivre avec la menace d'une nouvelle agression. Pour certains, encore sonnés par les événements, ce climat d'insécurité nourrit beaucoup d'émotions, parfois difficiles à accepter ou à gérer. Avec nous pour en discuter, le psychiatre Serge Tisseron. Merci d'avoir accepté notre invitation, Serge. Alors, juste après les attentats, on a vu
les psychologues, les psychiatres et les psychanalystes se mettent à conseiller les Français qui étaient sous le choc. Aujourd'hui, 4 mois après, qu'en est-il? Alors, 4 mois après, beaucoup de gens restent très inquiets, hein, et beaucoup de gens ont peut-être moins besoin de conseils, mais ont toujours autant besoin d'être écoutés. Et aujourd'hui, on s'aperçoit combien c'est important qu'il y ait en effet des psychiatres, des psychologues, des psychanalystes pour permettre à des gens non seulement d'évoquer les attentats, mais d'évoquer tout ce que les attentats leur ont évoqué à eux, hein, c'est-à-dire des souvenirs familiaux, des souvenirs personnels, des souvenirs d'événements graves vécus par des générations précédentes, mais aussi tous les fantasmes, hein, qu'on peut avoir, toutes les productions imaginatives. Il faut bien voir qu'un tel événement bouleverse complètement beaucoup de repères que nous avions, auxquels nous étions habitués, et ça nécessite un réaménagement psychologique et il a besoin d'être accompagné. Dans ces conditions, on peut penser qu'il est légitime d'avoir peur puisque la menace est toujours présente. Pourtant, souvent, on exprime également une forme de culpabilité vis-à-vis de cette peur. Pourquoi? Alors, il est tout à fait légitime d'avoir peur. Moi-même, quand je vois un bagage qui semble abandonné, j'ai un peu peur. Mais ce qu'il faut en même temps, c'est savoir raison garder, comme on dit. Et d'autant plus que nous vivons dans une culture où nous sommes habitués à répondre au coup par coup. On reçoit un mail, si on ne répond pas tout de suite, on est culpabilisé. Si on n'est pas au courant de la dernière info et que quelqu'un nous en parle, on est culpabilisé de ne pas s'être mis au courant tout de suite. Donc en fait, la culpabilité aujourd'hui est quelque chose de très répandu par rapport à l'information. Et donc il faut arriver à développer une forme d'attention différente. Hein. Oui, alors on voit un bagage abandonné, on voit quelqu'un qui a l'air un peu patibulaire, on a peur, c'est vrai, mais il ne faut pas tout de suite se précipiter pour apporter une réponse, il faut commencer à réfléchir. Il faut développer une forme d'attention plus réflexive, voilà, que fait cette personne, ce bagage peut-être, il y a quelqu'un pas loin, voilà, ou questionner les gens qui sont autour de nous. Donc il faut à la fois rester attentif ensemble, comme on le dit, vigilant, mais en même temps ne pas céder à une impulsion dictée par la seule émotion. Alors oui, rapidement après les attentats, la peur a évolué, d'autres émotions sont apparues comme la colère ou le sentiment d'impuissance. On a l'impression que ces sentiments-là peuvent s'installer, qu'il faut vivre avec. Alors comment on peut gérer ça au quotidien? Oui, alors vivre avec la peur, oui, en la gérant. Vivre avec la colère, oui. Vivre avec la haine, non. Vivre avec le sentiment d'impuissance, non. Il faut bien comprendre. On peut haïr les actes terroristes, et c'est le moins qu'on puisse faire, hein, voilà, c'est abominable, mais en même temps, les terroristes peuvent avoir des parcours psychologiques très différents les uns des autres, des motivations très différentes, donc le terrorisme c'est un énorme problème, mais autant il est légitime de haïr leurs actes, autant il faut quand même garder la capacité d'essayer de comprendre ce qui se passe pour eux, parce que sinon on risque d'en fabriquer sans même s'en rendre compte, voilà, hein, comprendre, c'est préparer l'avenir. Et puis par rapport au sentiment d'impuissance, là aussi, hein, évitons de nous laisser gagner par le sentiment d'impuissance. C'est vrai que c'est l'objectif du terrorisme. On peut prendre sa voiture en respectant des conditions de sécurité. On sait qu'on court des risques, mais on essaye de se protéger, ou dans les voyages en avion, ce que vous voulez. Mais le grand problème du terrorisme, c'est qu'on a l'impression de ne pas pouvoir se protéger. Et ça, c'est justement l'impact qui est recherché par les terroristes. Donc évitons de nous laisser gagner par le sentiment d'impuissance ou par la haine. Ça serait faire le jeu du terrorisme. Ça serait courir le risque de se radicaliser ou de se démobiliser. Alors comment venir en aide à un proche dont on sent, dont on pense qu'il aurait basculé de la colère vers une forme de haine? Il ne faut pas attendre qu'il en soit là, hein. Il faut absolument que nous prenions du temps pour parler ensemble, en famille, dans des moments où nous nous retrouvons avec des amis. Il faut absolument prendre le temps de parler de ce qui arrive. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vis les choses, etc. Hein, c'est bien qu'il y ait des psys, mais enfin les psys c'est le dernier recours, hein. Je veux dire, il ne faut quand même pas oublier que la capacité de résilience, hein, de pouvoir faire face à l'imprévu, à l'adversité, en faire l'occasion de se reconstruire autrement. Il ne faut pas oublier que cette capacité-là, pour une grande partie, elle est liée aux liens que nous nouons dans notre vie quotidienne. Donc c'est comme ça qu'on peut développer cette capacité. En fait, il faut continuer de parler, de discuter de ces événements. Oui, et c'est pour ça que la culpabilité est mauvaise conseillère, parce que quand on se sent coupable de quelque chose, on n'ose pas en parler. Donc osons parler de ce qui nous préoccupe. Si nos interlocuteurs semble être à 100 000 lieues, eh bien parlons-en à quelqu'un d'autre. Et on arrivera à trouver des gens avec lesquels on pourra partager nos inquiétudes. Et surtout, le but, c'est pas de partager nos inquiétudes pour les augmenter mutuellement. Le but, c'est aussi de bénéficier de la manière dont les uns et les autres gèrent leurs inquiétudes. Il y a des gens qui les gèrent bien, eh bien profitons de leurs conseils. Et puis c'est vrai, si on ne trouve absolument personne, on peut avoir recours à un psy. Mais c'est quand même pas, je veux dire, il y a quand même beaucoup d'autres aides possibles dans notre environnement,
à condition que nous ayons le courage de dire, ben voilà, j'ai peur, je suis inquiet, ou là, tout à l'heure dans le métro, j'ai eu cette inquiétude, ah oui, toi aussi, oui, mais je me suis raisonné. On apprend comme ça les uns des autres. Un certain nombre de pays vivent une situation d'insécurité analogue, voire plus extrême tous les jours. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces sociétés ? Alors déjà, un aspect positif, c'est qu'il y a une manière d'apprendre à gérer le risque au quotidien, être vigilant ensemble, comme on dit. Mais il y a aussi un message à ne pas suivre, hein, c'est le risque de l'isolement, c'est le risque de construire des murs autour d'une communauté supposée constituer le noyau de ce qu'il y aurait à préserver. Hein. Et déjà en France, aux États-Unis pire, hein, mais déjà en France aussi, on voit un petit peu ce mouvement-là, hein, l'idée qu'il faudrait presque à la limite sécuriser des quartiers où on serait entre nous, on ne courrait aucun risque, on ne se mélangerait pas. On penserait aussi la même chose. Voilà, et le refus de se mélanger, c'est le commencement de la fin, c'est le commencement de l'exacerbation des haines. Et après, on rentre dans un cercle vicieux abominable. Dire plus on regarde les gens qui ne sont pas comme nous avec un air un peu suspicieux, et plus ces gens vont avoir l'impression d'être rejetés, plus ils vont nous haïr, plus on va avoir l'impression qu'ils nous regardent d'un air suspicieux, et plus on va les suspecter. Et du coup, on rentre dans un cercle vicieux abominable. Donc, sachons faire en sorte d'aller vers les gens différents de nous, avec l'idée que, a priori, rien ne prouve qu'ils soient malveillants à notre égard. Et puis, a posteriori, bon, si on voit qu'ils sont malveillants, alors on change d'attitude. Mais en tout cas, gardons ce qui fait quand même la force de nos démocraties. C'est la capacité de bienveillance qui fait qu'on suppose a priori que les gens ne sont pas mal intentionnés à notre égard, quelle que soit leur apparence, quelle que soit leur histoire, quelle que soit leur religion. Et à partir de là, encore une fois, peut-être qu'à posteriori, on dira je me suis trompé, mais gardons cette posture a priori, sinon on est tous fichus. Merci Serge Tisseron d'avoir répondu à nos questions. Et pour poursuivre la réflexion, cliquez sur les liens qui se trouvent juste sous cette vidéo. Bonne visite. Chaque semaine, le format Pile Poil dévoile ses astuces de cuisine. Tous les mois d'avril, le chef Éric Guérin de la Mare aux Oiseaux à Saint-Joachim en Loire-Atlantique est à l'honneur dans le Grand News et il explique comment utiliser des carcasses de crustacés pour faire sa propre vinaigrette. On regarde. Pour l'astuce du jour, je vais vous montrer comment faire une vinaigrette à base de têtes de crustacés plutôt que de les jeter et de les donner dans la poubelle. En même temps, ça permet de vous montrer aussi cette astuce pour faire des sauces chaudes et de les monter en vinaigrette pour avoir une belle acidité qui peuvent vous servir ensuite pour vos salades, pour vos poissons, mais également pour vos viandes blanches par exemple. Plein de petites choses comme ça. Alors bien entendu, j'ai utilisé les corps pour autre chose, je les ai cuits à part. J'ai récupéré mes têtes de homard. Je vais les ouvrir. Cette partie-là n'est pas très intéressante, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Éventuellement, vous pouvez racler avec une cuillère. La partie noire par contre, ou verte qui est à l'intérieur est très intéressante parce que ça c'est le corail de homard qui va donner la belle couleur rouge. Donc là on voit qu'on a déjà de la matière. Les coffres à l'intérieur, l'idéal pour bien développer les saveurs, c'est de les concasser un petit peu. Pas besoin de taper, juste un coup de couteau. Si vous utilisez du crabe ou de l'araignée, c'est exactement la même chose. Je vous invite ensuite à me suivre sur le fourneau, on va mettre ça à chauffer. Pour développer au maximum les saveurs, on va commencer par mettre un petit peu d'huile d'olive. On entend, ça chante. Je baisse un petit peu le feu. Alors je ne vais pas remuer tout de suite, c'est pour que les sucres prennent bien. Et là je vais commencer à ajouter mes gousses d'ail, les échalotes. Et ensuite je commence mon assaisonnement. Du poivre noir. Ensuite j'ai un petit piment oiseau séché qui va me permettre de booster un petit peu tout ça. J'utilise de la graine de fenouil et pour le voyage un peu de graines de coriandre fraîche. Ça sent déjà très bon. Je vais commencer par déglacer avec un petit peu de cognac. J'ajoute ensuite un petit peu de Porto et j'ajoute du vin blanc pour l'acidité. J'ajoute également une cuillère de concentré de tomate. Je vais laisser cuire ça quelques secondes. Alors maintenant, je vais ajouter le fond de volaille. Je vais mouiller à peu près à hauteur des carcasses. J'aime bien ajouter ensuite une petite touche végétale. Donc là, c'est une branche de céleri. Et ma petite astuce supplémentaire, c'est mon produit magique. J'utilise un petit peu d'oyster sauce, c'est du jus d'huître. Et ça permet de laisser une empreinte en fait. On va avoir plus de longueur en bouche et beaucoup plus de goût. Donc là, j'en mets juste un petit peu. Je laisse mijoter environ 20 minutes, pas plus. Là maintenant, je vais la passer au chinois. J'ai obtenu ma sauce homard. Je vais pouvoir passer de l'autre côté pour faire ma vinaigrette. Alors le principe de monter une sauce en vinaigrette, ça peut être une sauce froide ou une sauce chaude. Là, elle est encore chaude, on voit qu'elle fume beaucoup. L'idée, c'est d'avoir une très bonne huile d'olive. Je vais la verser directement dans la sauce.
Ensuite, j'ai un vinaigre, un petit coup de bain mix, alors attention au bruit. Et je vais vous donner une astuce supplémentaire. Si vous voulez la lier un petit peu, vous gardez soit une baguette de pain, une vieille baguette de pain de la veille, ou un vieux croissant. Vous le mettez dedans directement. Alors on peut l'émietter, ça ira plus vite. Et là, j'obtiens une belle vinaigrette de homard, bien mousseuse, qui peut venir napper mon poisson, servir pour un plat, pour plein de choses. Ce qui vous vient à l'idée. Voilà, c'est la fin de ce magazine, mais vous pouvez retrouver d'ores et déjà la rediffusion du Grand News ce soir à 22h30. Je souhaite de passer une très belle soirée. On se retrouve donc demain à 20h15 et au passage, un petit clin d'œil à Manon Bianchetti. Très belle soirée, à demain.